Donc, je vais faire une petite introduction, une petite bio. Donc, Caroline Poggi est née à Ajaccio en 90. Jonathan Vinel est né à Toulouse en 88. Caroline et Jonathan ont réalisé plusieurs courts-métrages, séparément et ensemble. L'esthétique de la violence, la présence des armes et l'univers des jeux vidéo sont très présents dans leur travail, mais jamais au détriment de l'amour, l'amitié, le clan et la famille. En 2018, leur premier long-métrage, Jessica Forever, est sélectionné en compétition au TIFF et à la Berlinale. Donc, merci d'être avec nous à Montréal. Merci à vous. Merci. Merci. Bonsoir. Donc, tout d'abord, en fait, j'aimerais que vous nous parliez de vos parcours respectifs solo, en fait, et de ce qui vous a amené au cinéma, de votre formation, en quoi vous êtes plus spécialisé dans le cinéma, excepté la réalisation. Ouais. Alors moi je sais que je suis arrivé dans le cinéma un peu par hasard. Au début j'étais en première et j'étais au lycée et en gros il faut choisir un peu ce qu'on va faire. Moi je savais pas trop quoi faire. J'avais toujours été intéressé par les filières artistiques. J'avais un groupe de musique, je faisais un peu de photos, mais j'avais pas vraiment un goût particulier pour le cinéma. Et comment dire, il y a un copain en fait que j'aimais beaucoup, enfin on était hyper proches. Lui il s'est dit je vais faire un BTS montage. Voilà, un truc pour apprendre à monter. Je me suis dit, ouais, je vais faire comme lui. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis chauffé à essayer de faire des films. Donc, en fait, on avait une petite caméra et on a écrit un film de gangster qui s'appelait White Muffins, qui était vachement influencé par toute l'esthétique un peu Tarantino, Guy Ritchie. Enfin, c'est des films que j'adorais à cette époque. Et le film était beaucoup trop ambitieux. On l'a jamais fini. Enfin, c'était une catastrophe. Enfin, voilà. C'était un peu... Mais en tout cas, j'ai vachement appris. En fait, j'ai justement découvert mon goût pour le montage en montant ce film, parce que je le montais avec iMovie. Et du coup, à partir de là, il est venu cette envie d'expérimenter avec des images et des sons, en mettant des musiques, en ajoutant des voix off, pour juste essayer de voir ce que les images entre elles pouvaient raconter, comment on pouvait les tordre, comment on pouvait créer du récit en ajoutant des choses qui n'allaient pas forcément ensemble. Et donc, je pense que le goût est venu comme ça. Et après, en fait, j'ai voulu me diriger vers le montage. Mais en gros, je voulais pas vraiment être réalisateur de films. Je savais qu'en fait, je réalisais des films parce que quelque part, il me fallait aussi des images à monter. Mais c'était pas, je voulais vraiment avoir un métier. Et je me disais dans ma tête que réalisateur de film, c'était pas un métier, enfin, c'était un truc un peu artistique qui me paraissait. C'était un métier à proprement dire, ouais, c'était des pas compétences. Un truc manuel, quoi. Ouais, et du coup, voilà, vu que je venais d'une famille aussi où mon père est maçon, ma mère est infirmière, et du coup, ils faisaient vraiment un travail avec enfin, il y avait vraiment aussi l'idée du travail, même s'ils me laissaient tranquille et je pouvais faire ce que je voulais, mais il y avait quand même cette idée qu'il fallait avoir un métier un peu tangible. Ouais, voilà. Du coup, en gros, voilà d'où je viens, à peu près. Moi, mon histoire par rapport au cinéma, en fait, ça arrivait un peu par hasard quand j'étais aussi en terminale, en première, avec la rencontre de personnes, en fait, tout simplement, qui m'ont montré des films, voilà, tout bêtement. Et à la base, moi, je voulais pas du tout faire un métier artistique, je voulais être pilote d'avion, et c'est juste que j'avais pas du tout la bonne vue. Et en fait, on m'a dit, tu pourras jamais être pilote d'avion. Donc j'ai dit, du coup, je vais trouver un autre métier. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le cinéma, non. Et mais sur le moment, c'est vrai que ça fait peur, en fait. Ça fait super peur quand tes enfants, ils arrivent et qu'ils disent, oui, je vais faire du cinéma. Nous, c'est vrai que nos parents, ils sont pas du tout là-dedans. Donc du coup ils nous ont fait confiance, ils nous ont dit on tente le truc, et donc on est partis à Paris tous les deux parce que du coup on n'est pas originaire de Paris, et faire nos études à l'université. Et moi au début je voulais pas réaliser forcément parce que je pense que j'avais envie d'être discrète, d'être un peu en arrière, etc. Et du coup, j'avais commencé à apprendre du son sur des films de copains, etc., à vouloir faire du montage. Je savais pas trop, je cherchais. J'aimais beaucoup la création radiophonique aussi, avec juste des sons. Et en fait, quand j'ai bossé sur les films des autres, j'arrêtais pas de me dire que je trouvais ça pas forcément très bien. Voilà, enfin, en fait, j'étais toujours un peu déçue et j'avais envie de mettre les mains à la pâte. J'étais jamais vraiment contente de ce que je faisais, etc. Donc, c'est à partir de là, tout simplement, que je me suis dit, juste, je vais écrire mon film et je vais tenter le truc. Et après, je suis retournée en Corse faire mon premier film, qui est Chien, qui est passé hier. Et en fait, voilà, ça s'est fait assez naturellement, de façon très instinctive, parce qu'avant ça, j'avais jamais mis les pieds sur un plateau de tournage. Donc, en fait, j'ai tout appris sur le tas, vraiment. Et juste par un désir d'image et d'histoire. Voilà, je fais un peu vite les choses, mais c'est vraiment parti d'un truc de désir, en fait. Voilà. Puis je comprends aussi que vous venez tous les deux d'un background un peu musical, en fait. Donc, toi, tu disais que tu fais plus de son, toi, tu parles de la musique, t'inspires beaucoup et tout. Donc, vous avez comme ce lien-là, ce qui mène à la question de comment vous êtes arrivés à travailler ensemble maintenant.
En fait, tout bêtement, on est ensemble dans la vie, donc forcément, ça simplifie aussi les choses. Voilà, on a la même passion. Et en fait, on s'est rencontrés à la fac, en 3e année de fac, avant que Jonathan rentre à la Fémis et que moi, je retourne en Corse. Et juste, au début, en fait, on se faisait des retours sur nos films respectifs, de montage, de montage son, montage image, de scénario. Et en fait, je pense que très naturellement aussi, en fait, quand tu aimes les mêmes choses, que tu viens un peu d'un même bain, quand t'es influencé par les mêmes films, c'est-à-dire à cette époque-là, c'était Lynch, je sais pas, Harmony Korine, Gus Van Sant, la musique, tout ça, en fait, et les mêmes histoires, ce goût pour les faits divers. On vient tous les deux de villages un peu... on va dire paumés dans le sud de la France. Donc en fait, on avait presque grandi avec un terreau finalement assez similaire. Et on avait envie de raconter tout ça, en fait, tout ce qui nous avait construit. Donc forcément, à un moment, on s'est dit, bon, voilà, on va essayer d'écrire une histoire. Moi, j'ai ma mère, un jour, elle m'avait envoyé ce texto-là. C'était parti comme ça, les fusils à pompe, le premier cours. C'était sa mère, Jonathan, qui lui avait envoyé un texto comme quoi il y avait un ami à lui qui était décédé. Voilà. Et il avait envie d'écrire là-dessus, en fait. On a dit, voilà, pourquoi pas. Moi, j'ai une histoire un peu similaire aussi. Et puis, tu pars de ça. Et puis, au final, le film s'écrit naturellement et les choses se font. Enfin, voilà. Ouais, puis en fait aussi, justement, à voir ces trois-là, qu'on voit les 3 films que vous avez réalisés ensemble, on voit beaucoup une certaine nostalgie, l'adolescence et tout ça. Puis qu'est-ce qui vous intéresse de mettre en scène cette nostalgie, cette adolescence? Parce que, comme on disait, hier, on est rendu dans la trentaine, mais là, tous vos films sont encore un peu dans cette adolescence ou dans cette nostalgie de cette époque révolue, en fait. Qu'est-ce qui vous intéresse de mettre ça en scène? Je pense le moment où on les faisait, on était plus jeunes déjà. Ouais. Et donc je pense en fait on voulait aussi parler de gens qu'on connaissait, enfin en tout cas qui nous entouraient. Et c'est vrai qu'il y avait un truc où, pour moi en tout cas, c'était inimaginable d'écrire un personnage adulte en fait. Parce que j'ai l'impression que les adultes c'était hyper loin. C'est un truc que je pouvais pas comprendre. Et je crois que c'est en grandissant où maintenant je pense qu'on peut se dire qu'on peut y arriver. Du coup c'était pas vraiment un truc de nostalgie, mais c'était plus un truc de se dire on parle de choses qu'on connaît, avec lesquels on a grandi, que c'était par exemple c'était pour les fusils à pompe, c'était le suicide, pour notre héritage c'est vraiment le porno avec lequel aussi on a grandi, avec toute l'arrivée d'internet qui est arrivée dans nos vies. Enfin en fait du coup c'était vraiment des trucs de tous ces codes qui nous entouraient, essayer de faire des films avec, et souvent c'était des comment dire, on est quand même enfin je sais pas si c'est lié à notre génération ou pas, mais je pense qu'on est dans une société où il y a plein de flashs de violence, on est vraiment entouré par la violence, et du coup nous c'est pas parce qu'on nous reproche souvent d'être fascinés par la violence, d'avoir un truc où comme s'il y avait que ça qui nous intéressait, qu'on était liés à ça, mais je pense qu'en fait c'est tellement le monde est violent tout autour de nous qu'en fait c'est des choses avec lesquelles on a grandi et que du coup ça nous devient naturel, et c'est ça qui est terrible. Et c'est du coup nous on n'a pas envie de juger cette violence, mais plutôt de se dire comment on fait pour grandir avec ça. Donc ouais, j'ai un peu dérivé. Je sais même plus c'était quoi la question. Ah oui. Non. Mais du coup, ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que c'est plus un sentiment de nos personnages qui ont toujours cette peur de grandir en fait. Et je pense que c'est un truc qui recoupe tous nos films. C'est des gens qui se sentent exclus du monde, qui se voient pas forcément grandir dans le monde qu'on leur donne, et du coup qui essayent soit de se créer un monde à eux pour être heureux, soit essayer de je sais pas, de construire des cabanes, des îlots, quoi. Puis c'est aussi, je crois que ce qu'il y a aussi dans l'adolescence, c'est que c'est un âge, en fait, de rupture. En fait, c'est ça qui nous plaît, en fait. Il y a vraiment cette idée de la rupture, et du coup, d'une espèce de fin de naïveté, de début de clairvoyance, enfin, un truc, en fait, qui revient à cette violence-là, en fait, aussi, mais d'un truc vraiment, voilà, de fin de quelque chose et de début d'un autre, et de réalisme, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, parce que ça nous permet aussi de parler du monde sous un angle, en fait, qui est celui de l'adolescent, du coup d'arriver avec toute ce premier degré, cette naïveté, cette romance, cette désillusion aussi, et qui nous permet, en fait, de faire émerger, on va dire, ce qu'on essaye de chercher, nous, l'espèce de moelle du monde, en fait, de la réalité, en fait. Voilà. Puis en fait, ça m'amène aussi, justement, on voit justement dans ces films-là que vos centres d'intérêt tournent autour d'un peu de votre génération, de la société de consommation et tout ça, donc d'utiliser les mécanismes publicitaires, le jeu vidéo, la guerre, les images. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse comme ça, justement? Tu avais commencé un peu à parler de tout ça, d'utiliser ces images-là, puis de justement les rendre plus... mais pas romantiques et amoureuses, mais de justement utiliser cette violence-là. Est-ce que vous pouvez développer sur ces centres d'intérêt-là qui sont... On les voit beaucoup à travers vos films et après dans le long métrage aussi.
Tu veux dire plus sur une image capitaliste, quelque part. Ouais, mais ça, c'est exactement ce que dit Jonathan. En fait, c'est des choses qui nous ont construits. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, quand on montre nos films, il y a eu ça un peu plus avec le long métrage, on va dire, mais aussi sur les cours. C'est vrai qu'on filme des quartiers résidentiels, on filme du béton, on filme... Et souvent, les gens, ils ont envie de t'entendre dire que c'est moche. Et t'as envie de dire, en fait... c'est alors peut-être que c'est moche, mais en même temps, moi j'ai grandi là-dedans en fait. C'est vraiment mon berceau. En fait, et c'est aussi ce que m'a légué la génération d'avant en fait. C'est pas moi qui l'ai construit la maison en béton en fait, c'est la génération d'avant qui l'a construit. Et du coup oui, le supermarché, je suis fascinée par les supermarchés. Ça veut pas dire que je les aime, ça veut juste dire que quelque part il y a mon histoire à l'intérieur de ces murs-là, en fait, aussi. Il y a mon histoire à l'intérieur de ces maisons en béton, à l'intérieur des piscines abandonnées. Du coup, toute cette idée, on va dire, d'uniformité et en même temps de séparation, d'individualité aussi, en fait, qui est hyper forte. Et moi, en fait, ce que j'essaye à travers mes films, c'est en fait de réutiliser, on va dire, ces codes. Là, par exemple, parler des codes plus de la publicité, donc... de la géographie, on va dire, pavillonnaire des années 90. Après, c'est différent encore des jeux vidéo, j'ai l'impression. Mais du coup, de reprendre ces trucs-là et de recréer, on va dire, l'humain, enfin, de rechercher l'humain à l'intérieur de ça. Et c'est pour ça qu'au final, j'ai l'impression que ce qu'on fait dans nos films, c'est de rechercher le collectif à l'intérieur de choses qui n'étaient pas, en fait, qui n'étaient pas destinées à ça, en fait. Et du coup, oui, voilà. Et encore une fois, c'est parce que c'est des choses qui nous habitent et qui nous peuplent. Après, les jeux vidéo, ça vient encore d'une autre... En fait, je pense que tout est lié au fait qu'on est... Même si on aime beaucoup le cinéma, on n'est pas cinéphile. Je sais pas comment dire. Et du coup, je pense qu'il y a... En fait, je pense qu'on n'a pas peur de dire qu'on a été influencé par autant musique, par la pub, par tout, des ou par des clips, par des trucs qui normalement quand t'es dans une école de cinéma, il y a une tendance à te dire que les images sont sacrées si elles viennent de tel type de format et si elles sont pas sacrées si elles viennent, par exemple, tu peux pas comparer une image de Bresson et une image de pub d'Annette, tu vois. Et en même temps, mais pourquoi pas, en même temps, si ça t'a plu les deux... Enfin, ouais, je sais pas, c'est pas un jugement de dire qu'il y en a une qui est meilleure ou pas. C'est de déhiérarchiser le truc. Ouais, et puis en fait, c'est aussi de prendre les images comme ça. En fait, mais ça vient aussi d'un truc de Tumblr où je pense que nous, on a grandi avec ça. Et en fait, sur Tumblr, t'as toutes les images, t'as des tableaux de la Renaissance. Et à côté, t'as des images de lacets en feu. Et en gros, tout a un peu mis sur le même niveau. En fait, il y a pas d'hiérarchie dans ces images. Et je pense que ça, c'est un rapport au monde qui nous a grandement influencé et qui quelque part aussi peut être horrible parce qu'en fait toutes les images ne se valent pas, mais en même temps si on te les met toutes à niveau comme ça, tu les prends pour ce qu'elles sont et du coup tu fais plus de règles. Et c'est pour ça c'est pour ça que c'est pas cynique en fait ce qu'on veut faire, mais c'est juste que je pense qu'on est aussi perdu parmi tout ce flux d'images et je crois que c'est pour ça qu'en fait on peut dire on a autant de sources d'inspiration en fait, juste parce que c'est pas juste ça provient pas du tout juste du cinéma, en fait. Oui, c'est aussi qu'on s'est construit une histoire à travers toutes ces images-là, en fait. C'est que quelque part, quand on voit, par exemple, le premier film, Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, où t'as le personnage de Joshua qui va chercher le fusil à pompe dans le congélateur et après qui regarde un tableau en forme de puzzle de la chapelle Sixtine. Enfin, il y a une histoire aussi là-dedans dans ces images-là et du coup, nous, on essaye de la retrouver, en fait, de tisser des liens entre ces images-là. Donc, c'est... Quoi ? Ah, il est pas monté le tableau ? Ah, pardon. Non, en fait, il y a un plan où ils sont dans un canapé, ils regardent un fusil à pompe et au-dessus, il y a un tableau en puzzle de la chapelle Sixtine. Mais je pense qu'il est coupé, peut-être. Bref, donc on l'a encore chez nous, donc moi, je le vois encore tous les jours, mais donc, c'était un objet très étrange. Mais du coup, non, mais en fait, voilà, tout ça, en fait, on va dire, communique finalement et dessine on va dire, c'est des nouveaux mondes. En fait, c'est juste de reprendre toutes ces images-là et vraiment de les amener ailleurs et de créer des nouveaux signifiants, des nouveaux espaces. Et les fusils à pompe, c'était clairement ça, parce que le film, il est entre deux réalités, parce que c'est vrai qu'on reconnaît les objets du monde quotidien. En même temps, on n'a pas les passants, on n'a pas on n'a pas les marqueurs, on va dire, de la vie quotidienne. Voilà, les voitures qui passent, les voisins qui sortent, voilà, tout ça. Et du coup, c'est vraiment d'essayer de reprendre toutes ces images-là et d'en créer une nouvelle, en fait. Et je me souviens, par exemple, qu'au moment de la création des fusils, ce qu'on disait, c'est que on voulait filmer les maisons comme des grands tombeaux.
toutes ces maisons-là, voilà. Du coup, c'est de reprendre une image et juste de l'amener vraiment, voilà, ailleurs. Ou comme un congélateur peut devenir un coffre fort, en fait, voilà. Et c'est vraiment de déplacer les choses. C'est des choses que maintenant je vois avec le recul, qui sont pas du tout, on va dire, réfléchies, pas aussi clair, aussi strictes, ouais, voilà, au moment de la création aussi. En fait, c'est hyper instinctif, mais je pense que c'est aussi lié à une façon qu'ont les enfants de rêver quand ils sont, par exemple, si on met un enfant dans une pièce, il va se dire, bah, là, j'ai ça, ça et ça, et en fait, je vais jouer avec ça. Et même si on te met un truc affreux, tu vas essayer de le réenchanter pour te raconter ton histoire. Je pense que nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec les fusils. Je pense où c'est tourné chez moi, mais c'était vachement proche aussi de la Corse. Et en fait, on connaissait tous les lieux qu'on avait, et on se disait, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut réenchanter l'espace? Comment on peut essayer de s'amuser avec ces objets qui nous entourent? Et je pense que ça, c'est un truc qui est là dans nos cinémas, parce qu'en fait, on parle à chaque fois, depuis le début de tout ce qu'on a tourné, on parle de choses qu'on a connues ou en fait qu'on peut sentir. Voilà. Ouais. Puis en fait, justement, pour revenir un peu plus sur l'esthétique du jeu vidéo, justement, parce que hier, on a présenté Martin Pleur, est-ce qu'il est carrément fait comme un machinima, en fait, ce film, ou... Moi, j'ai découvert Machimina quand j'ai fait Martin. C'est ça. Il y avait plein de gens qui disaient, c'est un Machimina et tout. Mais en fait, je sais pas. Enfin, oui, je pense que oui, parce que Machimina, je crois que ça veut dire, c'est vraiment un film fait dans un jeu. Machine, cinéma, animation, puis c'est fait à l'intérieur d'un jeu vidéo, d'une production. En fait, moi, c'était hyper simple ce film parce que c'est le film c'est fait dans GTA 5, le jeu vidéo. Et moi, je joue à GTA depuis que je suis tout petit. Enfin, j'ai joué à GTA 2, voilà, je les ai tous faits. Et c'est vraiment un jeu qui a été hyper important pour moi parce que c'était le premier open world. Et c'était le truc où tu peux zoner partout et errer. Et en fait, c'est des jeux qui m'ont vraiment marqué. Je sais même pas trop dire pourquoi, mais je pense que c'est tout le temps que j'ai passé, toutes les rêveries, tout le fait de pouvoir aller chercher des choses qui n'existent pas, de s'inventer des histoires comme ça. Construire des trucs ou genre... Ouais, et puis c'est aussi hyper violent comme jeu. Et en fait, je pense qu'il y avait... mais ça arrivait à une époque où je pense que presque on avait besoin de ça. Il y avait un truc qui... Parce que c'était tout ce truc qui est un peu bête de dire les jeux c'est de la catharsis et tout, mais je pense qu'il y a quand même un truc où ça marche aussi comme ça ça marche aussi comme ça, et c'est pour ça que ces jeux-là sont autant joués et qui sont aussi faits pour faire des tueries dans des villes. Bon. Enfin, et donc Machimina, ce que je voulais dire, par là. Donc c'est GTA 5. En gros, ils ont permis, ce qui était fou avec ce jeu, c'est que la première fois, ils ont permis il y avait un logiciel à l'intérieur du jeu qui permettait de faire un film, en fait. Donc c'est même pas du tout craqué, quoi. C'était vraiment un truc où en gros on encourageait les gens. Ouais, en fait ils encourageaient, c'est-à-dire qu'en fait on pouvait créer un personnage. Donc c'est Martin que j'ai créé, c'est un personnage en ligne, donc on le configure comme on veut, quoi. Et après, en fait, on est dans le monde de GTA et on peut enregistrer une séquence, et après on va dans un logiciel qui permet de faire du découpage à l'intérieur. Donc c'était vraiment dingue pour moi. Et du coup j'ai pris cet outil pour en faire un film. Ouais. Voilà. Mais c'était hyper simple, et j'étais hyper content parce que tellement c'était simple, en fait. Parce que j'ai pas du tout l'âme de quelqu'un qui est hyper fort en informatique et qui va coder des trucs et tout. Enfin, ça, je sais pas trop faire. Et du coup, là, c'était vraiment le jeu qui autorisait ça. Voilà. Puis en fait, on voit quelques références aux jeux vidéo dans les films qu'on a vus, mais toi, est-ce que t'es une gameuse ou pas du tout? Non, tu connais la culture? Pas du tout. Beaucoup moins que Jonathan. En fait, moi, j'aime bien jouer avec quelqu'un. Okay. Voilà, je suis moins de trucs de zoner tout seul. Ouais, voilà. Et du coup, j'aime bien les jeux à deux ou j'aime bien les jeux de stratégie. Donc, c'est encore autre chose, genre SimCity, tous ces machins-là. Donc, plus vieux, en fait. Voilà. Mais après, c'est vrai que non, je suis pas une gameuse comme toi, mais quand on s'est mis ensemble, en fait, tu jouais beaucoup à la PlayStation, et du coup, la PlayStation, ça te permet en fait d'être à côté, de pouvoir regarder. C'est pas comme les gens qui jouent sur leur ordinateur où ils sont vraiment sur. Et finalement, tu vois dans les jeux hyper récents, c'est comme des films en fait. Tu vois vraiment des trucs sublimes. Et même moi qui me touche, parce que Jonathan me racontait l'histoire d'un tel personnage qui Donc au bout d'un moment, tu regardes les cinématiques, tu te prends un peu dans l'histoire. Et à la fin, j'étais là, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va lui arriver? Non, mais vraiment, en fait, tu te prends, et je me retrouve à regarder des séquences de cinématiques sur YouTube après, en me disant, c'était magnifique ce moment-là, le dialogue qu'il a dit, enfin, comme un film, en fait. Ouais. Et parce que je pense qu'on est arrivé aussi à un niveau dans les jeux, en fait, qui est complètement dingue, en fait, au niveau de l'histoire, enfin, les jeux de Kojima, c'est assez dingue, en fait. Et du coup, je suis une bonne spectatrice, voilà.
Et Des connaisseuses. Ouais, voilà. Et je comprends, en fait, ce que Jonathan a pu trouver dedans à travers Martin. Enfin, je me souviens quand tu cherchais les images, après, t'avais commencé à écrire les voix off, après, il te manquait des plans, donc d'aller chercher. Et en fait, tout ce truc, on va dire, d'errance, en fait. C'est ça qui est assez beau. Et je crois que nos films se construisent un peu comme ça, parce que finalement, il y a, dans le temps qu'il nous reste, il y a cette idée d'errance, en fait. Oui. Parce que le personnage, il a sa mission, en fait. C'est comme une mission, finalement, de GTA. C'est, en gros, tu dois trouver une famille à ton frère, donc il faut passer par telle mission, enfin, tel point secondaire, enfin, tel point. Et c'était vraiment une volonté de construire ça comme une mission. Et du coup, ce qui était important pour nous, c'était voilà, tous les chemins par lesquels tu allais passer avant d'arriver au point final, en fait. Et je crois que c'est ce qu'on cherche dans le cinéma aussi, en fait. C'est ce que fait aussi un peu, on peut le retrouver aussi un peu dans notre héritage, le chemin que Lucas il sillonne dans toutes ces images, en fait, qui sont des images plus d'archives, etc. Donc c'est voilà, une espèce de promenade dans différentes chambres, dans différentes époques, dans différents mondes, avec différents interlocuteurs, ce que tu peux retrouver aussi dans les jeux, quand tu t'adresses à des gens, etc. Ouais, je crois que ce qu'on aime, en fait, c'est vraiment le chemin et du coup, les à côté, les bifurcations, en fait. Voilà, c'est que ça va jamais tout droit, c'est que ça bifurque, ouais, voilà. Puis aussi, justement, on voit dans ces films-là que la musique devient quasiment un personnage à part entière, surtout dans ces 3 films-là, surtout dans le dernier, parce qu'ils sont en plus un band de musique. Donc, est-ce que dans l'écriture, en fait, la musique est déjà présente? C'est quoi votre relation à la musique dans l'écriture, dans la réalisation et dans le montage? La musique, elle est présente à l'écriture parce que juste quand on écrit, on écoute plein de musique, et souvent ça aussi, quand c'est par exemple qu'on a une espèce de long monologue à faire, on met son casque, on met une musique qu'on aime bien. Il y a un truc où c'est aussi un truc qui m'a motivé très jeune à faire des films, c'est que c'est tout simplement hyper bête, mais je me disais, en fait, cette musique, j'aimerais trop l'entendre dans un film, la voir sur grand écran. C'est un truc où juste une envie comme ça. Et je sais que quand j'étais à l'école, j'étais trop content souvent de faire des films juste pour mettre des musiques, parce que je disais, putain, ça là, je l'aime trop et j'aimerais trop l'écouter avec un bon mix et des grosses basses et tout. C'est un peu bête, mais en même temps, c'était un truc de se faire un cadeau un peu. Et du coup, je crois que les musiques dans nos films, elles arrivent vraiment comme ça, comme des cadeaux, parce qu'en fait, elles sont très narratives. Je pense c'est pour ça qu'elles sont importantes et qu'elles sont pas décoratives, parce que c'est comme si elles nous permettaient d'accéder à l'intérieur des personnages. Souvent, c'est les personnages qui sont assez... les émotions qui ils sont assez timides. Ouais. Ils donnent pas... c'est pas qu'ils donnent pas beaucoup, mais ils sont très réservés. C'est comme si ils avaient une énorme carapace autour d'eux. Et du coup, je pense que la musique, autant que les voix off, permet de traverser cette carapace et du coup d'être plus... de faire un pacte entre le spectateur et le personnage. Je sais pas si... Ouais, voilà. Et du coup, je crois que c'est pour ça qu'on les utilise comme ça. Et c'est des musiques... En fait, c'est que des musiques qu'on écoute. C'est à chaque fois... Pour le moment, on n'a jamais travaillé avec des gens qui nous cherchaient les musiques. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup de... En fait, des fois, il y a genre 0 son dans vos films. Après ça, il y a une musique très claire qui joue au complet. Donc, il n'y a pas de sound design. Il n'y a pas de musique d'accompagnement. Non, c'est ça. Ouais. On nous a souvent dit, ça aurait été mieux s'il y avait une musique un peu suspense pour marquer le suspense, et tout. Mais en fait, on fonctionne tellement pas. C'est vrai, pour le moment, en fait, c'est vrai que dans les films qu'on a fait, pour le moment, on fonctionne pas comme ça. Et voilà, et c'est vrai que les musiques, on aimait bien, voilà, le côté, on va dire, personnage de la musique, en fait, tu vois, où t'as vraiment l'impression de voir un personnage qui arrive. Et je pense que l'idée du concert, elle est pas du tout honteuse ou quoi que ce soit, en fait, parce que c'est vraiment de donner une place très importante à la musique, comme peut l'avoir un acteur, en fait, à un moment donné, et du coup d'être pleinement avec cette musique là, en fait, et du coup oui, elle emplit l'espace, c'est la température du film, en fait, donc c'est hyper important, et c'est comment dire, moi je vois vraiment le cinéma comme une construction avec plein d'outils. Voilà, c'est avec beaucoup d'outils. Et souvent, les gens ont peur d'utiliser des outils. Ont peur. Nous, on nous a souvent reproché, par exemple, d'utiliser les voix off comme une facilité. Et alors, je trouve ça un peu dommage, parce qu'en fait, je me dis, en fait, le cinéma, il y a des voix off, en fait. Pour moi, c'est un des outils du cinéma. Après, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, mais c'est un des outils du cinéma. Il y a des voix off, il y a de la musique, qu'elle soit composée pour le film ou pas. Voilà. Ouais. Et du coup, moi, je vois tous ces outils-là et les surimpressions, etc. Et je me dis, en fait, juste, j'ai tous ces outils-là pour raconter mon histoire et faire passer une émotion, en fait. Je les utilise, en fait. Je les utilise dans mes films, en fait, et je veux pas m'en priver, en fait. Donc c'est une espèce d'assemblage, il y a un truc un peu d'alchimie qui va se faire avec musique, voix off, image, cadre, composition de cadre, lumière, étalonnage. Même narration écrite. Oui, voilà, mais comme l'étalonnage, par exemple, l'étalonnage des fusils à pompe, il est très différent des autres, parce qu'on voulait que l'image aussi renvoie ce côté un peu
de revoir, de mort, quelque chose de passé, de délavé. Et du coup, c'est vraiment d'utiliser voilà, tout ce que l'image, le son, tout nous permet en fait de pouvoir raconter notre histoire. Voilà. Puis en fait, ces sons-là, en fait, même les narrations, les voix sont très neutres, en fait. Donc ça, c'est qu'est-ce que vous voulez nous apporter avec ça? Puis même les personnages, c'est pas des gens très expressifs. On n'est pas dans le gros son, dans les grands mots, dans les envolées. Mais en fait, je sais pas ce qu'on veut apporter en faisant ça, mais je pense que c'est un truc qu'on a toujours... Je pense que les dialogues sont un peu étranges, en fait, qu'on écrit. Et je pense que c'est un truc où, dès qu'on a commencé à faire des films, je me rappelle, quand on faisait lire les choses, on a toujours eu envie que les mots puissent être entendus vraiment et de manière hyper directe. Et je pense qu'en fait, c'était aussi le fait d'enlever des choses aux personnages, de leur dire, en fait, accentue pas les mots, il n'y a pas besoin de les accentuer, tu peux les donner un peu, comme des coups tout droit, quoi. Il y a un truc très simple, en fait, c'est presque sensitif. On se disait, en fait, pour que la phrase soit impactante, il faut qu'elle soit dite comme ça. Et dépouillée. Ouais, et du coup, c'était un peu cette idée un peu comme si il récitait des poèmes, en fait, et du coup, il y a un truc qui fait un peu absent, mais en même temps qui rend, qui rend la part belle aux mots et aux phrases, en fait. Et du coup, ça rend ça le truc poétique, en fait. Ouais, mais ça passe aussi par, un son très précis où, en fait, souvent, c'est pas du son direct. Quand il parle, en fait, on fait le son direct et tout, mais nous, ce qu'on aime bien dans la texture du son de ces voix-là, c'est qu'elles soient dites de manière très basse. En fait, il y a un truc où il parle très très bas, et en fait, souvent dans le direct, tu peux pas vraiment faire ça parce que tout simplement, il y a du bruit autour, et du coup, s'ils parlent très bas, eux, ils s'entendraient pas entre eux, et du coup, juste après, on refait la scène juste après, dans un coin hyper calme, et en fait, on synchronise au montage ça, et du coup, c'est aussi ça qui donne ce rapport un peu étrange entre des gens qui... comme s'ils avaient la puissance de parler faiblement et d'être quand même entendus. Parce qu'après, c'est un truc de mix où on le met un peu plus fort, et du coup, ça fait un truc de... C'est comme si ça leur donnait un espèce de super pouvoir où, en fait, ils peuvent parler bas et en même temps, voilà, vous m'entendez tous. Le message se rend très fort. Ouais, voilà, c'est comme si je parlais sans micro, mais que là, tout le monde m'entendait. Enfin, ça marche pas dans la vie, mais dans les films, on pourrait le faire. Mais c'est surtout que ça... Oui, et ça déréalise aussi. Il y a vraiment ce côté qui déréalise, et du coup... t'es plus dans un truc, on va dire, collé au monde. Ce que je crois, ce qu'on essaie aussi, c'est quand même de déréaliser aussi, sans être dans la science-fiction, mais de dépouiller, de garder aussi que ce qui nous intéresse, en fait. Donc, par exemple, comme je disais, t'as pas de parents, t'as pas d'école, t'as pas tout ce truc autour. Et je crois que c'est pareil, finalement, avec cette idée de travailler les voix de cette façon-là, c'est de déréaliser. On n'est pas dans le réel, en fait. On est dans quelque chose d'autre qui ressemble. Il y a le réel qui est autour, ça en parle. C'est jamais déconnecté, parce que le film, tout le cinéma pour moi n'est pas déconnecté du monde réel et parle toujours du monde, mais on est dans une bulle, en fait, dans une espèce de cocon ailleurs, et du coup à partir de là, vu qu'on a dépouillé les choses, on peut mieux regarder, en fait. Pour moi c'est vraiment une idée de mieux regarder, de mieux entendre ce que tu disais. Mais après, c'est un truc qui s'est fait de manière... Là, on peut plus en parler parce qu'on nous a posé plein de questions à force, et que du coup, on est plus habitué. Mais à la base, on l'a vraiment fait comme ça aussi parce qu'on le sentait que ça devait être comme ça. Et je pense qu'il y avait un truc où on voulait que nos personnages soient un peu sur un piédestal, qu'ils aient de la force, qu'ils aient l'air d'avoir un truc comme s'ils pouvaient traverser le temps. Et je crois que c'était aussi une manière de les faire apparaître comme ça, quoi. C'était un truc aussi où les mouvements, ils font très peu de mouvements. Enfin, je pense que c'est lié aussi à ça, où il y a pas juste d'impro pour le moment dans tous les films qu'on a fait. Il y a jamais eu d'improvisation. Tous les dialogues étaient répétés longtemps avec les acteurs pour trouver le ton juste. Et donc, ils rajoutent pas de phrases et tout, quoi. Voilà. Mais aussi, on voit que les personnages, c'est rarement, mettons, le truc de le mâle alpha ou la jeune première. On sent vraiment que même dans les films que vous avez réalisés, chacun de vos côtés, que c'est des personnages assez le underdog. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la marginalité, dans l'underdog, dans tout ça? Parce que je me rends compte dans tous vos films, c'est un peu ça qu'on voit, en fait, puis on les porte. C'est comme si le banal devient magique aussi, ou merveilleux, ou romantique. Non, mais je sais pas. J'ai réfléchi, hein. Non, mais je pense que... Parce que quelque part, c'est aussi... C'est qu'en fait, c'est la marge, c'est juste des gens qui se sentent pas appartenir au monde. Et je pense qu'en fait, nous, on a toujours eu ce truc où le monde, en tout cas, qu'on nous avait construit, les règles, comment habiter le monde, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout, c'est toujours un truc qui nous a un peu effrayés, je pense. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on se sent proche de ces personnages-là, parce qu'il y a un truc où on se sent pas appartenir, et du coup, on essaye de chercher comment pouvoir l'être en créant des communautés ou pas des communautés, ou des fois ça passe par des manières extrêmes du suicide ou des trucs qui sont terribles. Mais je pense que c'est aussi
quelque chose qu'on peut sentir, même si on l'approuve pas, mais qu'on puisse sentir que les gens se mettent à la marge parce que justement, ils ont pas envie d'être au milieu, quoi. Et du coup, je crois que c'est un truc vraiment... C'est pas par goût pour parler de ça ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je pense qu'en fait, on le sent et on se sent proche de ça, ouais. Et en fait, voilà, donc ça se fait naturellement, en fait. Mais ouais, mais c'est aussi du coup ce que tu disais, c'est comme c'est des gens qui sont enfin un peu à la marge, c'est des gens qui du coup cherchent de nouvelles façons et posent de nouvelles règles, en fait. Et je crois que c'est ça qui nous intéresse, en fait, c'est quand on parle de nouvelles images, de déplacer les choses, d'enlever le réalisme, etc. Je crois que ça vient aussi de là, c'est que ces personnages, en gros, nous aident à ça parce que justement, ils sont en décalage, en fait. Ils commencent à être en décalage et plus ils avancent, plus ils se décalent, plus ils se décalent. Donc forcément, après, tu reconstruis, enfin, tu réfléchis les choses et du coup, les règles changent, ta pensée change et tu fais pas les mêmes mouvements. Enfin voilà, c'est vraiment un truc où... En fait, oui, c'est une marche en décalé, en fait. Ouais, je crois que ça vient vraiment de là. Et aussi, moi, c'est des personnages qui me fascinent aussi, en fait, qui m'intriguent tout naturellement. Enfin, moi, je peux pas dire que j'ai une vie en marge, hein, mais je pense qu'autour de moi, même dans mon enfance et dans mon adolescence, j'ai eu des personnages un peu comme ça. C'était ces gens-là qui t'intéressaient Ouais, qui me fascinaient, qui pouvaient me faire peur et à la fois m'attirer. Enfin, voilà, c'est un truc, en fait, d'être en dehors de ce qu'on t'apprend, en fait, de ce qui est jugé, on va dire, de la normalité, donc voilà, de la marge, en fait, c'est très simple. Ouais, voilà, c'est ça. Et parce que j'ai l'impression, au fond de moi, peut-être que finalement, c'est ces gens-là, peut-être qui arrivent le mieux à ressentir le monde, mais après, bon, c'est encore autre chose, mais qui arrivent le mieux à le voir et à le ressentir, en fait. Mais parce qu'ils s'en sont extraits aussi. Mais voilà, c'est encore un vaste débat. Mais en fait, ça m'amène, je peux parler au fait du manifeste que vous avez écrit avec Yann Gonzalez et Bertrand Mandico qui est sorti dans le Cahier du cinéma. Je l'ai retranscrit, puis je vais le dire. Excusez ma voix encore. Donc... nous poursuivons un cinéma qui traverse les genres, les émotions, le temps, qui traverse la rétine et la chair, qui traverse les désirs, les désordres, qui traverse lorsque tout est rouge, qui traverse les idées reçues, qui traverse l'écran, les étoiles, qui traverse les actrices, les acteurs, les frontières et les sexes, qui traverse sans se retourner, qui traverse la peur et les plaies, qui traverse l'esprit, qui traverse la lumière et les flammes. Nous poursuivons un cinéma enflammé, un cinéma pour les rêveurs transpirants, les monstres qui pleurent et les enfants qui brûlent. Un cinéma... mon Dieu. J'ai trop de feuilles. Vous connaissez pas par cœur, hein? Un cinéma qui jouit et se consume sans compter, et nous invitons tous les cœurs enflammés à venir souffler sur les braises ces mots, actes de notre volonté commune de faire des films, de les rêver, de les penser, de les désirer, de les tourner, de les révéler. Ce n'est pas un dogme, juste une flamme dans la nuit, notre état du moment. On raconte que certaines nuits froides d'hiver, nos films se réunissent dans la forêt. Ensemble, ils allument un feu et dansent jusqu'à l'aube pour faire brûler nos cœurs. Donc, la première question, en fait, donc, pourquoi... écrire un manifeste à l'heure actuelle quand il y a tellement eu de manifestes dans l'art et tout, et pourquoi le faire avec Yann et Bertrand? Alors, donc c'est une raison, peut-être ça va un peu décevoir, mais en fait, c'est pas vraiment un manifeste, c'est plus une déclaration d'amour. Voilà, moi je le vis plus comme ça, et c'est Bertrand qui tenait un peu au mot manifeste parce que voilà, il est très, c'est un peu un grand sorcier Bertrand, voilà, donc c'est plus ça. Mais en fait, du coup, c'est un pacte, ouais, c'est un pacte qu'on s'est fait, avec le cinéma et entre nous, de pas oublier ce qui nous animait, je pense, au début, et ce qui doit nous animer par la suite. Ouais. Et parce que je pense que, en fait, pour revenir juste à l'idée de base, en fait, c'est que ce manifeste a été écrit quand nos 3 courts-métrages, donc c'est-à-dire il y avait Ultra Rêve, voilà, il y avait After School, le dernier, que vous avez vu ce soir, il y avait un film de Bertrand qui est Ultra Pulp, et Les Îles de Yann Gonzalez. Ils sont sortis en salle au cinéma en France. Et c'est comme un peu la version visuelle de ce manifeste, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a eu donc ce long métrage avec ces 3 courts métrages, et du coup, on voulait un peu marquer le coup. Et moi, c'est des réalisateurs que j'admire énormément. Déjà, c'est des réalisateurs qui m'ont beaucoup aidé à croire en mes films, en ma façon de faire les films, enfin, c'est des gens finalement un peu fous, mais qui rassurent par leur folie, voilà. Et je pense que c'est des gens très importants dans le cinéma. Et du coup, tout ça pour dire, et en fait, non, mais je pense que voilà, et c'était important pour nous de se rappeler, en fait, de comment on faisait les films, pourquoi on les faisait,
aussi d'encourager en fait à rêver les films comme ça en fait, parce que je pense que le cinéma il a tendance à beaucoup se formater par certaines histoires, par certaines formes, et que du coup des fois on veut, parce que le cinéma ça reste quand même quelque chose de commercial, faire des espèces de produits un peu parfaits, mais qu'il y a des choses qu'on oublie peut-être en nous-mêmes en tant que réalisateur, voilà, de premier désir, etc., de premier émoi, parce que c'est pas facile en fait de faire des films comme ça, voilà, c'est pas facile, et ça fait un peu peur, etc. Et du coup voilà, je pense que ce manifeste c'était plus une façon de jamais oublier ce qui nous enflammait, enfin notre flamme en fait, et c'est pour ça que je dis que c'est une déclaration d'amour pour le cinéma, plus qu'un manifeste, parce qu'il n'y a pas vraiment de loi en fait. Voilà. Après non, mais c'était aussi une façon tout simplement le cinéma c'est assez compétitif et on est souvent mis aussi par les critiques ou par d'autres personnes, on est un peu tous mis dos à dos par le système aussi de sélection dans les festivals et tout. Il y a toute une façon de fonctionner qui fait que les gens sont souvent les uns contre les autres, et du coup je pense que le fait de faire ce texte c'était aussi une façon de s'unir et de dire voilà, en fait on avance ensemble et on est amis en fait. Donc c'était un geste assez simple pour nous de se dire on n'est pas en concurrence, et c'est pas s'il y en a un qui est là, l'autre qui est là, l'autre qui a ça, qu'on est amis. En plus vos cinémas sont quand même différents en fait, même s'ils sont éclatés. Tu sais, l'esthétisme chez Mandico c'est pas la même chose que ce que vous avez qui est un peu plus dépouillé, donc pour moi je trouve ça bien en fait de réunir tout ça. Et qu'est-ce que vous aimez en fait chez le cinéma de Gonzalez puis de Mandico en fait? C'est une forme de ce que je disais, c'est une forme de folie en fait, c'est-à-dire que souvent quand je vais au cinéma j'ai tendance à être un peu déçue, et quand je vais voir un film de Bertrand pas tout le temps hein, je suis pas hyper pessimiste, hyper noire et tout, enfin je vois plein de films que j'aime, et là il y en a plein dans le festival que j'étais super surprise. Non mais c'est vrai, genre il y en a beaucoup, mais en fait c'est juste que souvent en fait comment dire, tu rêves de quelque chose et ça arrive jamais, etc. Et je trouve que chez Bertrand t'es encore plus surprise que ce que tu aurais pu rêver, par exemple. Et chez Yann aussi, en fait. À chaque fois, ta surprise, ton désir et ta rêverie est déplacée. Après, tous les films ne peuvent pas se permettre ça. Il y a des films qui sont aussi très réalistes et qui peuvent pas se permettre de la folie qu'a Bertrand, etc. Et c'est des films très différents, et c'est des films qui sont très bien aussi. J'aime pas que les films fantastiques, les trucs... Mais oui, c'est une certaine folie, en fait. Et où t'as l'impression vraiment de voir quelqu'un en fait à travers le film. Moi je crois que c'est ça en fait, c'est que des fois ce que j'ai envie c'est de voir une signature, un réalisateur voilà derrière un film, et c'est ce que je vois quand je vois les films de Yann, de Bertrand, et ce qui me touche, et après leur univers me touche forcément par la suite en fait. Voilà, je viens de voir qu'on a passé le temps, j'avais pas vu le temps passer. Je vais commencer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on termine? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions sur les films qu'on a vus, ou sur si certaines personnes ont vu le long métrage à Fantasia cet été? Sinon, je vais continuer. Hein. Bon, ben c'est bon. En fait, j'aurais voulu justement que vous parliez un peu de... Tu sais, je sais que c'est pas nécessairement un passage, puis vous allez peut-être continuer à faire des cours et tout, mais justement, qu'est-ce qui a été différent dans faire un long métrage après avoir fait tous ces courts-métrages d'une façon un peu do-it-yourself avec vos amis, un peu... Puis là, vous avez l'air d'avoir un budget, vous allez avoir des trucs. Comment ça s'est passé, cette nouveauté de faire un long métrage, un projet de longue haleine? Je pense déjà qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des producteurs qui nous ont vachement bien entourés. En fait, nous, tout l'enjeu, c'était justement d'essayer de faire qu'il y ait le moins de différence possible entre les courts-métrages. Parce qu'on s'était jamais mis la pression en faisant des courts-métrages. On se disait tout le temps, on fait ça, et on sait pas ce que ça va rendre, mais on tente. En fait, je crois que ce qu'on a envie avant tout, c'est d'expérimenter en faisant des films et de pas savoir ce que ça va rendre quand on l'écrit. C'est un truc qui fait surtout peur, surtout pour les longs-métrages, parce qu'il y a de l'argent, donc ça investit beaucoup plus de choses. Et les gens aiment bien quand même savoir à la fin ce que ça va être. Ils aiment pas trop qu'on découvre ça en montage, voilà. Mais du coup, nous, je crois qu'on a été vachement protégés parce que les premiers longs métrages, je pense que c'est quand même encore des films qui permettent ça. Ouais. Après, je pense que plus on avance, plus on fait le deuxième, troisième, c'est de plus en plus dur de faire des films à chaque fois. Et du coup, je pense qu'il faut quand même profiter des premiers longs métrages pour expérimenter. C'est là où on peut. Mais du coup, en fait, tout ça pour dire qu'on n'a pas pensé comme un truc où que ça soit différent. Tous les gens qui ont travaillé sur Jessica, c'était que des gens, c'était leur premier film comme nous, c'était notre premier film en fait, c'était leur premier long métrage. La chef opératrice, elle avait fait After School avec nous, mais elle avait jamais été chef op sur un long. Vous grandissez ensemble. Voilà, le mec l'acteur principal de Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, c'était l'ingé son de Jessica Forever.
Ouais. Mais du coup, en fait, en gros, c'est pour dire que des gens, on a grandi en famille. C'est en votre fait, famille, c'est votre clan, c'est votre... On a aussi continué. C'est pas parce qu'on passait au premier long qu'on allait changer, qu'on allait prendre par exemple tel chef opérateur qui avait fait un nombre incalculable de films et tout. On tenait à garder aussi cette énergie. Là, donc en fait, je pense que l'enjeu c'était de faire qu'il y ait le moins de changements possible, même s'il y en a, parce que on a affaire à beaucoup plus de gens qui investissent de l'argent, donc forcément ça induit aussi un stress qui est différent. Mais en tout cas, on a essayé de se protéger au mieux. Oui, après, c'est vraiment au moment de moi, je trouve que la vraie différence, comme je l'ai ressenti, c'est au moment de la sortie, enfin, le moment où tu montes ton film, où en fait, on t'attend comme si t'étais Kubrick. Et en fait, non, t'es pas Kubrick. Et du coup, et c'est vrai que, comme on a vu, justement, on a continué à penser de la même façon que dans nos courts-métrages, c'est-à-dire à se dire qu'on allait encore tester. Et en fait, t'apprends, t'es à ton premier long, donc forcément, t'as encore 10 000 choses à apprendre. Et on avait, des envies, on va dire, un peu formelles, particulières, par exemple, de pas avoir 2 personnages principaux, mais que le personnage principal soit un groupe. Il y avait plein de choses comme ça qui, on va dire, qui pouvaient perdre, qui n'étaient pas, on va dire, classiques dans la façon de raconter un long métrage, dans un long métrage. Et c'est vrai que c'est ça qui était compliqué, c'était plus la réception et de se rendre compte en fait que oui, il y a une forme qui est plus attendue, on va dire, au moment du long. Et moi, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que souvent quand on va voir des courts-métrages, on est beaucoup plus ouvert à voir des choses étranges. Et quand on voit des longs, on est beaucoup plus enclin à voir un truc plus classique, plus codé, voilà, genre alors ça c'est un film de genre, plus thriller, plus film d'horreur, romance, drame, etc. Alors que dans un court-métrage, finalement, j'ai l'impression qu'on a moins de barrières. En fait, mais ça, je pense que c'est nous qui nous les mettons, en fait, ces grilles, en fait. C'est nous qui nous les mettons. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça avec le long métrage. Je crois qu'on a fini. Ouais, je sais, la Dan. Pardon. Et voilà. Bon, en fait, j'ai une dernière question. Mais en fait, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Parce que Jessica est sortie il y a 1 an déjà à TIFF. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui vous enflamme? La même chose que dès le début. Non, mais c'est tout ce qu'on disait dans le manifeste, en fait. Non, mais on continue à écrire, quoi, à écrire des histoires et tout. Et après, c'est une passion, enfin, donc c'est la même chose depuis le début. Toi, t'as d'autres choses qui t'enflamment? Non, mais on peut pas dire, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait jamais si les projets vont se faire ou pas, et du coup, on est hyper superstitieux. C'est bon. C'est pour ça qu'on dit pas trop, mais on espère qu'il y aura d'autres trucs qui vont se faire, voilà. Bon, merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci.